Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Au Féminin. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Dr Maï Telmisseni. Elle est non seulement professeure de littérature française, du cinéma, mais également romancière, et avec elle, nous allons découvrir son parcours, également les réussites de sa vie et comment elle a pu faire l'amalgame entre deux civilisations, la civilisation française et égyptienne, la culture canadienne et la culture égyptienne, et comment est sa vie entre ces deux pays actuellement, le Canada et l'Égypte. Dr Maï Telmisseni, bienvenue à notre programme Au Féminin. Ravi d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir discuter des points marquants de votre vie. Merci à vous, merci pour cette belle invitation, merci. On commence toujours notre interview avec les souvenirs de l'enfance, cette période de la vie de l'être humain qui peut marquer sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase de votre vie? Alors, mon enfance a eu lieu à Héliopolis. Je suis née héliopolitaine et c'est presque une nationalité quand on vient d'Héliopolis. C'est un quartier cosmopolite qui a été fondé dans les années 1905 et qui a eu un impact énorme sur ma vie, sur mon enfance. J'ai été élevée dans les écoles des Sœurs, l'école Notre-Dame des Apôtres à Amdan Ismaïlia. Donc j'ai appris l'arabe et le français en même temps, presque. À l'âge de 4 ans, j'étais à l'école, mais ma mère aussi, qui est professeure de langue arabe, m'avait appris l'arabe très tôt, et même la grammaire arabe. Et très très souvent, je dis que je suis francophone parce que c'est la langue de mon père, c'est presque ma langue paternelle, et je suis arabophone parce que c'est la langue de ma mère, c'est ma langue maternelle. Donc c'est dans cette atmosphère que j'ai grandi. Mon enfance était une enfance heureuse, je dirais. Je suis née en 1965, donc à une époque où c'était encore possible de partir faire des courses à pied un peu partout dans le quartier. Ça nous manque énormément ces jours-ci, mais bon. Et c'est une enfance qui a été marquée donc par cette traversée des frontières entre les deux langues, l'arabe et le français. Je ne parle pas, je crois que j'ai continué à ne pas parler le français en fait à la maison, mais je le parle en tant que francophone au travail et avec les francophones, les amis francophones. Mais à la maison, quand j'étais jeune, je parlais l'arabe à la maison. Et donc j'ai grandi dans cette atmosphère un peu bilingue, ce qui m'a aidé plus tard quand j'ai immigré au Canada à vivre aussi mon bilinguisme de façon complètement naturelle. Je n'avais pas de problème à passer d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre en tant qu'immigrante. Et on peut dire que cet amour pour les langues, les deux langues françaises et arabes, a continué avec vous pour le choix des études à l'université. Oui, absolument. J'ai fini le bac. À un moment donné, j'avais l'intention d'appliquer pour l'Institut du film ici en Égypte. Je voulais étudier le cinéma, écrire des scénarios. Et finalement, mon père m'a convaincue de m'inscrire au département de français, de lettres françaises. Et du coup, j'ai continué à écrire, évidemment, mais en tant que romancière plus tard. Et j'ai donc décidé de apprendre cette langue en profondeur en vue de faire de la recherche littéraire. Donc j'ai fait 4 ans à l'université Ain Shams. Ensuite j'ai fait une maîtrise sur Marcel Proust. Donc tellement j'avais une grande admiration pour ce grand écrivain français. Et plus tard, donc, le rêve de faire un travail sur le cinéma m'est revenu. Et c'est à ce moment-là que j'ai quitté l'Égypte pour aller faire un doctorat en cinéma au Canada. Donc, vous voyez, j'ai toujours traversé des frontières, on va dire ça comme ça, soit les frontières de la langue, d'une langue à l'autre, ou les frontières
peut-être les frontières aussi géographiques, les frontières disciplinaires, passer de la littérature au cinéma. Et ça a été toujours un mouvement pour moi. C'est une vie de mouvement et une carrière de mouvement. Quand on parle de votre vie professionnelle et votre parcours académique, on peut dire que c'était une évolution dans le même sens. Vous avez commencé avec les langues, la littérature française, puis également une évolution, une transformation vers le cinéma quand vous avez choisi d'aller étudier au Canada. Absolument. Je suis tout le temps intéressée par en fait le parcours de ma famille, qui est une famille artistique. Mon père est réalisateur de films documentaires, mon oncle Kamel Telmesseni était peintre, ensuite cinéaste. Mon oncle Hassan Telmesseni était chef opérateur. Mon cousin Tariq Telmesseni est chef opérateur. Donc j'ai baigné dans cette atmosphère de culture et de cinéma et de littérature et l'amour des livres. Ma mère aussi m'a encouragée énormément à lire de la poésie arabe traditionnelle. Et donc, je crois que j'ai toujours baigné dans ce monde et c'était comme naturel pour moi de continuer de vouloir faire partie de ce monde, contribuer à ce monde à travers les études. Donc, mes études en lettres françaises et en maîtrise après et ensuite en doctorat, c'était une façon pour moi de m'insérer dans un milieu. Et c'est le milieu qu'on va l'appeler le milieu artistique, le milieu qui a le pouvoir de changer les mentalités, le pouvoir d'amener quelque chose de nouveau dans la vie de tous les jours des gens. Et donc j'ai continué quelque part à faire la même chose quand je suis partie au Canada pour faire le doctorat. Je crois que j'ai continué sur la même lancée et j'ai décidé donc de devenir professeur de cinéma, n'est-ce pas? Donc j'apprends à mes étudiants comment voir un film, comment apprécier le cinéma, comment voir la traversée des cultures aussi à travers le cinéma et ainsi de suite. Donc c'est plus ou moins le même monde dans lequel j'évolue et qui ne m'a jamais quitté depuis mon enfance. C'est un monde cosmopolite, un monde qui s'intéresse à plusieurs cultures, à plusieurs langues et qui s'intéresse aussi à tout ce qui est culturel. En arrivant au Canada pour étudier, est-ce que vous aviez à cette époque-là l'intention de continuer au Canada ou c'était juste une expérience à faire, aller étudier et retourner en Égypte? Écoutez, là, je vais révéler un secret. Parce que, en fait, j'avais une bourse de la part du gouvernement canadien pour faire mon doctorat à l'Université de Montréal. Et donc l'idée, c'était de passer 4-5 ans à l'Université de Montréal et de retourner en Égypte pour travailler en Égypte. En fait, quand je suis partie, j'avais une petite famille, j'avais 2 enfants, et les enfants ont grandi, ils étaient très jeunes quand ils sont partis au Canada, ils ont grandi au Canada. Donc un de mes 2 fils a appris la langue, en fait, à parler là-bas, en français québécois. Et c'était très difficile au bout de 5-6 ans de leur dire voilà, hop, c'est fini, le doctorat est fini, rentrons en Égypte. C'était très très difficile. C'est à ce moment-là qu'on a décidé en fait de rester, mon mari et moi, et donc les enfants ont grandi comme Canadiens égyptiens, alors que moi je me considère comme égyptienne canadienne. Ça passe en premier pour moi, être égyptienne. Vous gardez toujours vos racines égyptiennes. Vous aimez bien également cette identité égyptienne. Alors je voudrais savoir, en allant pour s'installer au Canada, était-il facile ou non de s'intégrer dans la société, de vivre une vie tout à fait différente, de vivre une vie tout à fait différente de la vie en Égypte, même le temps, là-bas il fait très très froid, on voit presque pas le soleil. Comment était cette expérience? L'immigration est toujours un événement très difficile. Ce n'est jamais facile, surtout quand on est immigrant à l'âge de 30 et quelques. Quand je suis partie, j'avais plus que 30 ans.
Et donc toute mon enfance, toute ma jeunesse, toute ma carrière, le début de ma carrière d'écrivain, etc., ça s'est passé ici en Égypte. Mais en même temps, j'étais capable de comprendre qu'au Canada, je vais apprendre à mieux élaborer ma recherche académique. J'ai plus accès à la science en général, aux livres, à une atmosphère qui encourage la recherche scientifique, à une atmosphère académique qui encourage aussi la recherche dans le cinéma et qui considère un doctorat en cinéma comme quelque chose de respectable, alors qu'ici, ce n'était pas le cas dans le temps, il y a 20 ans. Donc tous ces éléments-là ont fait que j'ai pris la décision de rester au Canada en tant que canadienne et profiter de tout ce que le Canada a à offrir à l'immigrant. Évidemment, ça vient avec une grande souffrance qui est celle de l'exil, celle du sentiment de déplacement, qu'on n'est pas vraiment à sa place à 100%. Il y avait des stéréotypes aussi associés au fait que je suis arabe, arabophone, égyptienne, etc. Et tous ces éléments-là ont créé une sorte de distance par rapport au Canada. Donc je garde ma fierté d'être canadienne à cause de toute l'atmosphère scientifique que le Canada m'a offerte, mais en même temps, je suis consciente que je ne m'intègre pas à 100% en tant qu'arabe. Une des raisons pour lesquelles je dis ceci, c'est le fait qu'on parlait de bilinguisme au début. Le Canada est un pays bilingue. On parle l'anglais et le français, et ce sont les langues officielles du Canada. Mais il n'y a pas nécessairement une reconnaissance du bilinguisme social ouvert. C'est-à-dire que je peux être francophone et arabophone, anglophone et hispanophone. Alors la deuxième langue n'est pas nécessairement reconnue comme une langue de culture et d'expression. On n'a pas nécessairement accès aux mêmes droits linguistiques que tous les Canadiens. Donc ce genre de bilinguisme-là social, qui est le bilinguisme de la majorité des immigrants, qui parlent soit l'anglais ou le français et une autre langue, n'est pas tout à fait reconnu. Et je crois qu'il y a moyen peut-être de lutter pour que ce bilinguisme soit reconnu officiellement par le Canada. Et pour le parcours académique, travailler à l'université, est-ce que vous avez choisi de présenter un cursus qui parle de l'Égypte, du cinéma égyptien, ou vous avez choisi une autre voie? Quand j'ai commencé à faire mon doctorat au département de littérature comparée à l'Université de Montréal, j'ai parlé avec une superviseure, ma superviseure, et je lui ai dit, voilà, j'aimerais faire mon doctorat sur le cinéma égyptien. Il n'y a aucune connaissance du cinéma égyptien, aucune expertise dans le domaine à l'université, dans les universités canadiennes en général. Hein. Je crois que j'étais pionnière d'une façon ou d'une autre. Et ma superviseure m'a répondu, c'est parfait, je vous encourage à le faire. Moi, je peux vous aider à développer votre méthodologie, votre approche théorique, etc. Et de votre côté, vous allez travailler donc sur le cinéma égyptien. Et en fait, au bout de quelques années, j'ai réussi à écrire un livre sur la représentation de la Hara, le quartier populaire, dans le cinéma égyptien. Alors, un doctorat en français sur la Hara égyptienne. Après, j'ai décidé aussi d'introduire dans le département un cours sur les cinémas arabes. Hein. Je ne parle pas seulement du cinéma égyptien, même si le cinéma égyptien est le cinéma le plus influent dans la région arabe, mais j'ai choisi d'intégrer aussi le cinéma nord-africain, le cinéma irakien, syrien, libanais, et ainsi de suite. Et c'est un cours qui était aussi, moi je ne veux pas trop parler de mes réalisations finalement, mais finalement c'est une des réalisations dont je suis vraiment très fière, c'est le fait d'introduire des cours sur les cinémas arabes dans un monde académique qui ne connaissait absolument rien sur ce domaine. Et les étudiants canadiens s'intéressent-ils à ce genre d'études ?
Alors je peux vous dire qu'on a commencé peut-être avec une trentaine d'étudiants. Aujourd'hui, ce cours attire 100 à 120 étudiants chaque année. C'est un cours que je donne depuis 2006. Et donc, ça fait presque 15 ans maintenant, ça se fête, n'est-ce pas? Et on l'offre chaque année, et ce n'est pas un cours dont on peut se débarrasser, parce que des fois, on arrive d'une année à l'autre, l'administration décide de changer les cours, etc. Mais c'est un cours qui continue depuis 15 ans, qui est donné à une centaine, 120 étudiants chaque année, et qui arrivent dans le cours avec des idées préconçues sur le monde arabe, qui sortent du cours complètement changées. Je crois que c'est ma signature, hein, c'est le rôle du professeur de le faire, d'ouvrir la mentalité, de changer les stéréotypes, d'apprendre à ses étudiants qu'il y a une façon de penser où on doit inclure toutes les cultures dans la pensée, ne pas considérer une culture comme la meilleure de toutes les cultures et puis toutes les autres restent dans l'ignorance, et ainsi de suite. Donc à travers le cinéma, et à travers le cinéma du monde arabe en général, j'arrive à convaincre mes étudiants quelque part, non seulement que c'est un objet d'étude très très intéressant en soi, un objet d'étude qu'il faut étudier, mais qu'à travers cet objet, on peut changer des stéréotypes reliés par exemple à l'image de la femme. Hein, relié à l'image de la ville. Quelle sorte de ville? On parle très très souvent du ville arabo-islamique. Alors quelle sorte de ville? Donc je choisis des villes ciblées. On parle de Beyrouth, on parle du Caire, on parle d'Alexandrie, on parle de Damas, d'Alger et ainsi de suite. Des fois, on voit que les Occidentaux, ils ont toujours en tête des stéréotypes à propos de l'Égypte, des Arabes, du Moyen-Orient, à propos de la vie réelle dans ces pays, même en confond entre les pays et la culture dans chaque pays arabe. Est-ce que vous avez affronté des cas pareils, surtout avec les étudiants, ce stéréotype? Alors, un des objectifs de mon cours sur les cinémas arabes, et je donne d'autres cours aussi, je donne des cours sur la culture populaire dans le monde arabe et autres thématiques. Mais dans mon cours de cinéma arabe, c'est très important de souligner le fait que le mot arabe réfère à une culture et non pas à une ethnie. Donc on n'est pas en train de dire que les Arabes sont une ethnie. Donc l'ethnicité ne nous intéresse pas du tout. Ce qui nous intéresse, ce sont les éléments culturels du mot arabe, qui sont associés au mot arabe. Alors, la langue, par exemple, le cinéma, les chansons, tous ces éléments-là sont des éléments culturels qui font qu'il y a une certaine unité entre les 22 pays arabes qu'on essaie de découvrir à travers leur cinéma. L'objectif numéro 2, c'est de vraiment dire, maintenant qu'on sait que arabe, c'est un élément plutôt culturel et linguistique, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce que c'est monolithique? Évidemment, ce ne l'est pas. C'est une diversité très, très enrichissante. Hein. Lorsqu'on parle de, par exemple, l'atmosphère de la Médina, de l'ancienne Médina de Tunis, c'est une atmosphère bien spécifique à Tunis, mais on ne va pas la retrouver nécessairement dans un quartier populaire à Beyrouth. Donc cette diversité-là est très, très importante à souligner, qu'on n'est pas monolithique quand on parle d'arabe. Et ensuite, il y a dans l'Occident, malheureusement, en général, le Canada n'est pas une exception, quelques stéréotypes associés au mot arabe. Donc on néglige le fait que arabe est un mot laïque, est un identifiant laïque. Ça ne réfère pas nécessairement à musulman, alors que la confusion est faite tout le temps entre arabe et musulman. Alors on essaie d'expliquer que ce n'est pas le cas, puisqu'il y a parmi les arabes des chrétiens, des musulmans, des non-musulmans, des juifs, et ainsi de suite. Alors là, vous présentez l'arabe comme langue, comme culture, et pas comme ethnie. Vous l'avez déjà mentionné. Absolument. C'est très important pour moi de réfléchir à ce terme-là dans l'ouverture plutôt que dans la fermeture. Alors l'ouverture, ça veut dire quoi? Que l'arabe n'est pas relié seulement à l'ère géographique dont on parle, mais il est relié aussi à toute une histoire d'échanges culturels avec le monde entier. Alors les Arabes n'ont jamais été isolés du monde entier. Et le fait est que les Arabes canadiens, par exemple, les étudiants qui arrivent à mon cours et qui
aimeront apprendre un peu plus sur leur culture d'origine, le fait est qu'ils arrivent dans le cours avec aussi des stéréotypes et des perceptions, oui, des perceptions qui ne sont pas nécessairement correctes sur leur propre culture et qui sont discutées dans le cours à travers le cinéma ou à travers la culture et tout de suite les perceptions changent. Parmi ces stéréotypes, par exemple, c'est le fait que les Arabes en général, mais quand on parle de façon bien ponctuelle, Arabes libanais ou Algériens ou Égyptiens ou Soudanais, etc., sont des personnes très très émotionnelles, qui n'ont pas de rationalité. Hein. Et c'est un stéréotype qui fait que chaque fois qu'on parle de ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont arriérés, qu'ils n'ont pas avancé dans leur culture, qu'ils n'ont pas avancé dans les découvertes scientifiques, qu'ils n'ont pas une histoire riche. Et tout d'un coup, lorsqu'on commence à étudier vraiment l'histoire et à voir qu'est-ce que les Arabes ont offert au monde entier, on découvre que c'est une culture d'une immense richesse. Hein, et qui a été à l'origine de plusieurs découvertes scientifiques, etc. C'est vrai que c'était dans des époques révolues et que ça n'a pas évolué dans le même sens, mais finalement, c'est très important aussi dans ce genre de cours de rappeler que c'est des populations qui ne sont pas mortes, c'est des populations qui continuent de produire de la culture, des chansons, de la littérature et ainsi de suite. Donc tous ces éléments sont très importants pour que mes étudiants puissent changer des perceptions, non pas leur propre perception, mais aussi devenir des ambassadeurs pour parler de cette culture un peu plus tard. Dr Mayet Telmisseni, à part la vie académique et cette carrière dans le domaine des universités, vous êtes également romancière. Vous avez déjà publié 2 ou 3 romans en arabe traduits en français ou en français traduits en arabe. Alors je voudrais savoir quand est-ce que vous avez décidé d'être romancière? Alors j'ai décidé d'être romancière quand j'avais 14 ans. Très tôt dans ma carrière, et c'est très étrange parce que c'est ma mère qui m'avait encouragée. J'avais un cahier dans lequel je notais quelques idées qui m'intéressaient peut-être pour décrire une émotion ou pour relater un sentiment ou un bout de dialogue, des éléments comme ça. Et ma mère avait lu ça à un moment donné dans mon cahier, à mon insu, et elle m'a dit « mais tu as une belle plume ». La première nouvelle, c'était à propos de ma mère, et un jour, j'avais 14 ans, peut-être 15 ans, elle a pris cette nouvelle et elle était institutrice dans une école, et elle a lu la nouvelle à ses étudiants. J'étais évidemment très choquée par ce geste, mais en même temps, j'ai vu qu'elle appréciait énormément ce que j'écrivais et j'ai continué un peu sur cette lancée. Mais la vraie écriture a commencé vraiment quand j'étais à Paris. J'étais à Paris avec mon mari en 1990 et c'est là que vraiment j'ai commencé à écrire en vue de la publication. Et mon premier roman, Donyazad, a été publié en 1997. C'était un roman autobiographique. Sur une mère qui perd sa fille le jour de sa naissance. Un roman un peu triste. Après, ce roman a évolué de façon extraordinaire parce que tout d'un coup, le roman a été recruté pour être traduit dans 6 langues européennes différentes au même moment et il a été traduit entre autres en français. Mon deuxième roman, c'était sur mon quartier natal, Héliopolis, en 2000. Et mon troisième, après 12 ans de silence, presque, s'appelle A Cappella, je l'ai publié en 2012. Alors vous voyez, entre-temps, évidemment, j'ai publié aussi des nouvelles, des recueils de nouvelles. J'ai aussi un livre qui m'est très cher,
sur le va-et-vient entre le Canada et l'Égypte. Donc c'est un livre sur l'immigration qui s'appelle « Ceci n'est pas un paradis » dans la traduction française, et en arabe « El Gannasour ». Et je parle évidemment dans ce livre du va-et-vient entre le Caire et le Canada, d'un écrivain comme moi, immigrant, et quelle sorte de perception on a de son propre pays quand on retourne au pays, et quelle image on a du pays d'accueil qui est le Canada, et la désolation en fait de ne pas pouvoir être quelque part tout le temps. Hein. On est toujours dans le va-et-vient entre ici et là-bas. Alors dans mon écriture romanesque en général, mais aussi dans les recueils de nouvelles, etc., j'essaie de parler vraiment de ce qui m'est le plus cher, donc des éléments plus intimes que je connais très bien et qui deviennent les sujets et les objets de mes romans. Avant de terminer notre émission, je voudrais également parler de la nouvelle génération. Vos fils, comment ils voient l'Égypte et pour eux, l'Égypte, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle représente pour eux? Alors j'ai deux fils, un fils qui a 25 ans et un autre qui a 30 ans. Les deux étaient très jeunes quand ils sont allés au Canada, donc ils ont un lien très très solide avec le Canada. Mais leur lien avec l'Égypte passe à travers, moi je le dis tout le temps, à travers la Molocheia. On est tous d'accord qu'on aime la Molocheia et que, figurez-vous, en fait, même si on est de famille musulmane, on fête Noël et à Noël il y a la dinde et il y a la Molocheia. Alors c'est tout le temps un élément comme ça qui semble être trivial, qui fait qu'on tient à sa culture quand même. Il y a comme un rapport direct avec cette culture. Et ça peut passer par la cuisine, très bien. Mais un des deux fils connaît très très bien le Caire, parce qu'il a vécu ici à peu près 3 ans. Et il aimerait retourner au Caire. Il fait de la recherche à Cambridge University en Angleterre. Et il aimerait retourner au Caire de façon régulière pour sa recherche. Il connaît très bien des quartiers que moi-même je n'ai jamais visités, mais lui, il les connaît très bien. Et l'autre fils, le plus jeune, il est acteur et il fait des rôles d'arabe, parce qu'il a la figure d'un arabe. Et il tient à son identité égyptienne, mais à travers nous. Bonne continuation, bon courage et bonne réussite comme d'habitude. Dr Maï Telmisseni, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'était notre interview avec Dr Maï Telmisseni. On a parlé culture, on a parlé racines, on a parlé également d'amalgame entre les cultures et entre ces racines. Merci pour votre attention et à la prochaine édition au féminin. Au revoir.